Drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Ko je Marion Psigo pisala knjigo o Voltairu, so se ji urani francoski zgodovinari zoprstavili in jo označili kot ekstremno desno zgodovinarko. Za nas ni pomembno, kako nekateri predstavljajo našo gostjo. Pomembna je vsebina, ki jasno dokaže, da se nam kristjanom ni treba sramovati lastne cerkve, ampak smo lahko na njo ponosni, saj je tudi v tem času prinesla ogromno dobrega. Zaščitila je malega človeka in se zoprstavila razsvetljenstvu, ki je že takrat strmelo po izkoriščanju malega človeka v prid kopičanja kapitala pri določenih slojih. Alors cette période de fin du XVIIe, XVIIIe siècle nous amène à un personnage que la France nous présente comme le précurseur de la Révolution française, celui avec les Lumières amenant à l'espoir en Europe et en France. Je veux parler de Voltaire. Ce personnage ne tombe pas un bond d'un siècle. Ouais, on va faire un bond d'un siècle, parce que la fin de la chasse aux sorcières, c'est 1670, et Voltaire, c'est le siècle suivant. Voilà, en fait, je veux dire en fait venir à Voltaire parce que vous êtes une spécialiste également Absolument, sur Voltaire. Oui, donc alors là, j'avais préparé ma question de cette façon pour pouvoir venir jusqu'à Voltaire. Allez-y, allez-y. Mais bon, ça fait partie un peu quand même du grand mensonge par rapport via la chasse aux sorcières. Et maintenant, on va venir à ce personnage lugubre qui est Voltaire. Voilà. Pouvez-vous me dire, en fait, voilà, n'a-t-on pas, avec Voltaire et les Lumières, une falsification de l'histoire de France et de l'Église en général? Ça, c'est ma première question. Je pense que... Oui, voilà. Oui, totalement, totalement. Voltaire était un monsieur remarquablement intelligent, doué d'une plume absolument magnifique, qui a passé sa vie à mentir. Donc, il était tellement menteur qu'il faut se dire une chose. Quand Voltaire affirme quelque chose, vous devez savoir que c'est la façon dont cette chose-là ne s'est pas déroulée. Du moment que Voltaire dit quelque chose, c'est que ça n'est pas vrai. Ça marche à tous les coups. Les rares fois où Voltaire dit la vérité, c'est qu'elle est vraiment tellement insignifiante qu'il ne voit pas l'intérêt de mentir. Donc tout ce que Voltaire affirme est faux, et Voltaire a décidé de consacrer son existence à renverser l'Église catholique, à renverser le catholicisme. C'est pas tant l'Église c'est pas tant l'Église qu'il voulait renverser, c'est que la foi catholique, il a voulu véritablement renverser la foi catholique par détestation de la France, en l'occurrence, hein, pas uniquement, mais beaucoup par détestation de la France, il a voulu libérer libérer le monde de l'hérésie, enfin l'hérésie, c'est moi qui le dis, de l'abomination catholique. Alors, Voltaire, je peux pas dire si Voltaire croyait en Dieu ou pas, mais il n'a jamais professé l'athéisme. Pourquoi? Parce que Voltaire disait, il faut que le peuple ait de la religion. Il faut que le peuple croie qu'il y a un Dieu vengeur, qu'il punira s'il me vole mon blé ou mes noix. Voilà. Donc Voltaire voulait qu'il y ait un Dieu, mais auquel lui ne se croyait pas, ne s'estimait pas obligé de croire. Il disait, il faut que le peuple croie que. Et il faut que le peuple croie que Dieu sera vengeur et le punira. Mais ça, c'est pour la populace. Et Voltaire était au-dessus de la populace, et il disait qu'entre gens bien, on ne croit pas à ces bêtises-là. Donc c'était vraiment un double langage intégral. Quand Voltaire a commencé à parler de l'être suprême, c'est parce que Dieu, ça faisait catholique, et l'être suprême, c'était le grand horloger qui a fait la magnifique horloge qu'est l'univers. Donc, puisqu'on ne peut pas renier Dieu, on va lui donner un autre nom que Dieu, on va l'appeler le grand architecte de l'univers ou l'être suprême. Ce qui a été repris d'ailleurs à la Révolution, hein, incontestablement, Voltaire a été le précurseur de ces choses-là. Donc, Voltaire était un menteur pathologique, un menteur patenté. Tout ce qu'il a raconté pour dénigrer l'Église est absolument faux, controuvé, inventé, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout ce que vous trouvez comme référence qui a Voltaire comme source, sachez que c'est faux a priori. Vous voulez un exemple? Donnez-moi, est-ce que vous avez un exemple d'affirmation de Voltaire concernant l'Église, par exemple? Je peux vous en trouver plein, mais est-ce qu'en Slovénie, il y a des choses comme quoi il était, en fait, il serait s'élever contre la torture, par exemple. C'est pas vrai, il s'est jamais élevé contre la torture. Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Il a écrit sur la torture. Il a écrit que la torture, qui consiste à infliger des tourments à quelqu'un dont on ne sait pas encore s'il est innocent ou coupable, consiste à
à condamner quelqu'un qui supportera pas et à libérer quelqu'un qui supportera. Donc il dit que quoi, je ne sais pas encore si tu es coupable et je t'inflige les tourments pires que ceux que je t'infligerais si tu n'étais pas coupable. Donc en fait, ce que dénonce Voltaire, c'est le fait que on torturait les gens pour savoir s'ils étaient coupables et non. D'accord? Mais c'est pas vrai. On ne torturait les gens que quand on était sûr qu'ils étaient coupables. C'est-à-dire que dans le système judiciaire d'Ancien Régime, où effectivement la torture était appliquée, on n'appliquait jamais la torture avant d'être sûr à 100% que le coupable était coupable. Jamais la torture après l'ordonnance criminelle de Louis XIV, datée de 1670, c'est l'ordonnance criminelle qui a fait vraiment toute la justice d'Ancien Régime. D'après l'ordonnance criminelle de 1670, la torture ne sera appliquée que exclusivement dans le cas où la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Donc, on ne torture pas pour savoir si le suspect est innocent ou coupable, on ne torture que des coupables. J'en veux pour preuve, parce que j'ai étudié beaucoup de procès d'Ancien Régime, c'est que chaque fois que j'ai trouvé dans un jugement la condamnation à la torture est dans le jugement de condamnation. On est condamné à la torture et à la peine de mort, etc., etc. Donc, on ne peut pas se servir de la torture pour faire avouer quelqu'un, alors que la torture, on la trouve dans le jugement de condamnation. Alors, pourquoi torturait-on? On torturait pour avoir les coupables, d'une part, les complices, pardon, d'une part. On se disait, à partir du moment où le condamné est perdu, il sait qu'il va mourir dans quelques heures, il n'a plus rien à perdre, et il veut pas donner ses complices. Si on le torture comme il n'a plus rien à perdre, il va le dire. Et là, il va donner ses complices. Il y avait une deuxième application à la torture, c'était d'obtenir les aveux. C'est-à-dire que la justice ne s'appliquait pas si le coupable avait avoué ou non. La justice s'appliquait si le coupable était reconnu coupable, c'est-à-dire avec suffisamment de preuves, avec suffisamment de témoignages, avec suffisamment d'éléments objectifs qui menaient à la culpabilité. Mais un coupable pouvait, jusqu'au dernier moment, nier sa culpabilité. Prenez le bandit Cartouche. Cartouche, il avait mis tout Paris en coupe réglée, il avait été responsable de l'assassinat de plusieurs personnes, c'était un bandit Cartouche. À la torture, il a avoué aucun complice, aucun complice. Il a été condamné dans son jugement de condamnation, parce que là, j'aime autant vous dire qu'il n'y avait pas de doute sur la culpabilité de Cartouche. Vraiment, il y a plein de gens qui l'ont reconnu. C'était lui et c'était pas quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc, à la torture, Cartouche a résisté à la torture et il n'a avoué aucun complice. Quand il est arrivé sur le lieu de son exécution, il a dit où sont les autres? On lui a dit quels autres? Les autres, il savait qu'il y avait d'autres gens de sa bande qui avaient été arrêtés. Et là, il a compris que les gens qu'il avait eus sous son autorité pendant des années où il avait mis Paris en coupe réglée et qu'il avait enrichi et tout, n'essaieraient pas de le libérer. Il a dit j'ai envie de parler au juge. Alors on est allé, il est retourné voir ses juges et il a donné tout le monde. C'est-à-dire qu'il avait résisté à la torture sans dénoncer aucun complice. Et une fois que la torture avait été passée et qu'il a compris que ses complices ne viendraient pas le libérer, il les a tous donnés. Ça a duré 24 heures d'horloge. Pendant 24 heures, il a eu 24 heures de sursis à sa condamnation parce qu'il a donné tout le monde. Donc voilà, on torturait pour avoir le nom des complices. Et on ne torturait pas de façon si abominable que ça, a priori, puisque vous avez des gens qui résistaient à la torture et qui ne donnaient pas leurs complices. Et effectivement, Dominique Cartouche en est un exemple, le bandit. Il y avait une autre justification à la torture, c'est les aveux. Pourquoi? Bien parce que la justice d'Ancien Régime ne voulait pas envoyer en enfer un condamné. Or, si vous avez un crime sur la conscience, et que vous ne voulez pas l'avouer, vous serez damné. Donc, on torturait pour avoir des aveux, mais pas des aveux pour condamner, on l'a compris. On torturait un condamné, et peu de temps avant l'exécution, la torture, elle précédait de quelques heures, éventuellement la veille ou l'avant-veille, mais pas plus, pour avoir les aveux, parce que chez les juges, on ne pouvait pas concevoir d'envoyer quelqu'un en enfer. Il fallait des aveux. Et si l'exhortation des prêtres ne suffisait pas, eh bien, on y allait des brodequins, puis alors c'est moche, hein, la torture. Oh là là, j'ai pas de goût pour ça, j'ai souffert en lisant certains. Oh, c'est vraiment pénible, Et alors, ce qu'a raconté, donc Voltaire racontait que la torture était abominable parce qu'on l'appliquait pour savoir si quelqu'un était innocent ou coupable, donc il ment. Et en plus, dire qu'il a voulu abolir la torture, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il estimait que un parricide, un régicide, pouvait être torturé abondamment.
Voltaire, il était contemporain de l'affaire Damien. Il sait les tortures abominables qu'on a infligées au malheureux Damien. Il n'a pas eu un mot pour dénoncer ça, mais pas un mot, pas un soupir, rien du tout. Il a même galégé, il a même rigolé. Il a la maladie dont est mort Monsieur Damien, alors que Damien a été dépecé vivant par les juges laïcs. Faut pas encore prouver quoi que ce soit d'autre. Même pas par le roi. Le roi ne voulait pas. Le roi voulait qu'on gracie Damien. Et les juges ont interdit. Les juges ont résisté au roi. Ils n'ont pas été obéis et ils ont fait subir à Damien les pires des abominations. C'est abominable, c'est abominable. Et Alors là, Voltaire n'a pas eu un mot, mais pas un mot pour le dénoncer. Il en a même rigolé. Alors là, vous parlez de l'affaire Damien, là, c'est quand même très intéressant parce que vous êtes aussi spécialiste, on va dire, de l'affaire Damien. Ah oui, tout à fait. Alors, oui, j'ai bien étudié. Moi, j'en ai appris on va dire, des vertes et des pas mûres avec vous. Surtout concernant... alors, si vous pouvez parler un petit peu de l'époque, à l'époque de... Alors, vous allez restituer tout ça avec les hôpitaux, je crois que c'est l'hôpital général, oui. Général, voilà, et l'exploitation des enfants dans cet hôpital, tous les crimes qui se sont faits. En fait, tout ça, c'est aussi les Lumières. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu aussi parler de ça? Voilà. L'attentat de Damien, c'est 1757. L'attentat de Damien suit de 7 ans une émeute générale qui s'est déroulée à Paris, qui a soulevé Paris en 1750, au cours de laquelle des parents se sont élevés contre on fait la chasse aux policiers qui enlevaient des enfants. Donc en 1750 à Paris, des enfants étaient enlevés dans la rue par des policiers. Alors les autorités ont commencé par dire c'est pas vrai, les Parisiens sont des menteurs. Et puis en fait, moi j'ai mis le nez dans le dossier, dans les procès, et il y a effectivement des centaines d'enfants qui ont été enlevés par les policiers. Et la destination de ces enfants, c'était l'hôpital général. Alors, qu'est-ce que c'est l'hôpital général? L'hôpital général, ça a été créé au lendemain de la Fronde, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Louis XIII d'abord et Louis XIV après, c'est-à-dire que c'est Louis XIII, le projet a été élaboré, c'est Louis XIV qui a signé l'édit de constitution de l'hôpital général. C'est un lieu de renfermement, comme on disait à l'époque, des mendiants. C'est-à-dire que à l'époque de la Fronde et à l'époque de Saint-Vincent de Paul, tous les catholiques, tous les bons catholiques connaissent au moins l'image du bon Monsieur Vincent, qui est un personnage absolument extraordinaire. L'époque du bon Monsieur Vincent, c'est le tout début du règne de Louis XIV. C'est une guerre civile qui pousse vers les villes des hordes de malheureux dont les villages ont été brûlés, qui ont perdu tous leurs moyens de subsistance et qui s'entassent dans les villes. Et la mendicité est devenu un véritable fléau dans les villes et dans Paris notamment. Et l'hôpital général a été créé par des magistrats, alors toujours les magistrats, les mêmes qui chassent les sorcières, c'est le même principe, mais des magistrats du Parlement de Paris, qui ont élaboré pendant 9 ans, je crois, un projet consistant à dire au roi, Majesté, le problème de la mendicité, le problème de la pauvreté agressive, vous savez, les gens qui vous agitent leurs sébiles et leurs moignons sous le nez là dans les rues, il faut absolument régler ça. Nous, on a une idée, on va créer ce qu'on va appeler un hôpital, c'est-à-dire un lieu où les mendiants, les pauvres, seront renfermés, on les fera travailler, ils seront à l'abri, ils n'embêteront plus le public, ils recevront les sacrements, il y aura des prêtres qui les encadreront. Et le roi dit bon écoutez, d'accord, pourquoi pas. Donc l'hôpital général a été créé. Il y avait un grand établissement qui s'appelait la Salpêtrière à Paris, dans lesquels on renfermait les femmes et les jeunes filles, un deuxième bâtiment à Bicêtre, dans le sud de Paris, où on renfermait les hommes et les jeunes gens, et un troisième hôpital qui s'appelait la Pitié, à côté du Jardin des Plantes à Paris, où étaient renfermés les petits garçons. Donc les petites filles, les jeunes filles et les femmes, la Salpêtrière, les jeunes gens et les hommes à Bicêtre, et les petits garçons à la Pitié. Et là, le roi Louis XIV a signé l'édit d'établissement de l'hôpital général, et tout le XVIIIe siècle est secoué par une guerre incessante entre l'Église et les magistrats à propos de la direction de l'hôpital général. Donc, au moment où la guerre commence, l'hôpital général fonctionne depuis, disons, 70 ans à peu près. Et donc, quand on enlève des mendiants dans les rues, parce qu'on n'a pas le droit de mendier, donc ils sont emmenés directement à l'hôpital général. Bon. Et les enfants qui ont été enlevés en 1750, je suis allée aux archives de l'hôpital général et je les ai trouvés. C'est-à-dire que ces enfants étaient bien envoyés à l'hôpital général pour y devenir quoi? J'ai fait une étude très poussée, c'est-à-dire à la loupe, très minutieuse, en croisant et en entrecroisant différentes sources, et j'ai compris que, alors l'hôpital général était dirigé
exclusivement par les magistrats laïcs. Ils étaient tous anticléricaux et jansénistes, c'est-à-dire qu'ils étaient tous à estimer que l'Église n'avait qu'à obéir au juge et pas, c'était à l'Église d'obéir au juge et pas au juge d'obéir à l'Église. Donc, ils ont voulu mettre dehors de l'hôpital général l'église qui y siégeait, et ils ont réussi, victorieusement, ils ont réussi à mettre. Et ils ont fait de l'hôpital général leur chasse gardée. C'était un lieu de renfermement des pauvres sans plus aucun droit ni titre. C'est absolument abominable. Vous étiez pauvre, vous étiez obligé de vous laisser enfermer à la salpêtrière ou à Bicêtre. On séparait les maris des femmes, on séparait les parents des enfants, aucun souci. On arrachait même les nouveau-nés du sein de leur mère pour aller trouver des nourrices en ville. C'est une abomination, c'est une atrocité sans nom. L'hôpital général, quand j'ai découvert ça, c'est vraiment une abomination. Et l'hôpital général était tenu de main de maître par les premiers opposants, à l'Église, puisqu'ils étaient jansénistes, et que le jansénisme est une forme de protestantisme qui prétend n'avoir pas rompu avec Rome, mais qui passe son temps à donner des leçons au pape et à s'opposer à toutes les décisions émanant de Rome ou de la hiérarchie catholique, et opposé systématiquement au roi, parce que le roi ne sait pas, le roi, sa majesté s'est laissé avoir, sa majesté a cru que, sa majesté n'a pas vu la vérité, etc. Donc les premiers opposants à l'absolutisme royal sont des magistrats qui tiennent de main de maître un gigantesque réservoir de captifs sans droit ni titre. Chaque fois que le roi a voulu savoir ce qui se passait à l'hôpital général, les magistrats se sont mis en grève. Il était hors de question qu'on aille voir ce qui se passait. Et moi, pour savoir ce qu'étaient devenus les enfants enlevés dans les rues en 1750 et mis à l'hôpital général, j'ai pris 10 ans avant les événements et j'ai noté tous les enfants qui rentraient et qui sortaient à l'hôpital général sur 10 ans avant et 10 ans après. Et j'ai trouvé que des milliers et des milliers et des milliers de petits-enfants disparaissaient de l'institution qui était là pour les sauver. Mais c'est pas du trafic pédocriminel, ça c'est quoi? Mais si c'est pas ça, ça y ressemble. Et il est évident, et ça vraiment je l'ai mis à jour, que les magistrats couvraient, en mettant la main sur l'hôpital général, un gigantesque trafic d'enfants. Or, à l'époque, le roi, s'il était alerté de ça, il pouvait y mettre fin puisqu'il était roi absolu. Mais il faut savoir qu'à la même époque, le roi avait une maîtresse qui s'appelait Madame de Pompadour, à qui son médecin avait interdit de continuer de coucher avec le roi. Pourquoi? Parce que le roi, qui lui était infidèle, lui avait filé une sale maladie, et le médecin de la marquise lui a dit, maintenant, vous arrêtez. Vous allez être son ami, vous ne coucherez plus avec lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la marquise, quand elle ne pouvait plus coucher avec le roi? Eh bien, elle n'a pas voulu que la place de conseillère et d'amie intime du roi soit prise par une autre femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est allée chercher des gamines pour les mettre dans les lits du roi. Et un roi qui couche avec des petites filles ne peut pas mettre fin à un trafic d'enfants à la salpêtrière. Et c'est le secret du siècle. Ah, c'est le roi Louis XV? Louis XV, c'est Louis XV. Voilà. Louis XV il n'a pas été un mauvais roi dans l'absolu, mais il a été un faible, il a été un sensuel qui a tout laissé passer. Il a tout laissé, il a mis sa sensualité avant le reste. C'est effroyable. C'est effroyable. Et en fait, c'est pas qu'il était plus vicieux qu'un autre, mais il était pris, il était tenu par un chantage. La population aurait su ce qui se passait véritablement, elle n'aurait plus jamais voulu aimer le roi. Et il est de fait que pendant l'épisode que j'ai appelé, moi, la marche rouge, de cette révolte des parents en 1750, quand les enfants étaient enlevés dans les rues et mis à l'hôpital général, cette révolte des parents, le roi a été accusé de l'avoir voulu. Or, il n'y était pour rien. Le roi ne s'occupait pas de la police journalière. Hein. C'est vraiment une affaire de magistrat. C'est une affaire de magistrat, de magistrats et de ministres assez pourris. Hein. Le lieutenant général de police Berryer, c'était un ami intime de la marquise. C'était vraiment un triste sire. Même s'il était nommé par le roi, c'était un triste sire. Mais le fait est que je pense vraiment que c'est ne rien comprendre à la royauté que d'imaginer que les rois aient pu donner des ordres pareils. En tout cas, la population l'a cru. La population, elle faisait pas le détail. Et quand à la fin de cette sédition qui a duré au moins 15 jours, alors les premiers enlèvements datent de l'automne 1749 et la marche rouge se déclenche début mai 1750 et le 10 mai, c'est l'apothéose. Enfin, c'est l'émeute
il a fallu donner la troupe, quoi. Il a fallu donner la troupe, on a dégagé les rues, un sabre au clair, enfin bon, ça a été vraiment, Paris était en état d'insurrection. Donc il y a eu un procès, et à l'issue du procès, tous les enleveurs d'enfants ont été condamnés à des broutilles, genre 10 francs pour le pain des pauvres, et 4 émeutiers qui avaient défendu leurs petits frères ou leurs enfants ont été pendus. Et le roi n'a pas fait grâce. Alors là, la royauté en a pris un coup. Parce que toute la population est venue assister à la pendaison. Alors les gens voyaient rien. S'imaginer que les gens venaient se rincer l'œil à regarder les atrocités, c'est vraiment mal comprendre. Il n'y avait pas d'écran il n'y avait pas d'écran de rétroprojection. Hein. Donc les gens n'y voyaient rien, mais ils étaient présents. Et ils étaient présents pour soutenir les condamnés. Et quand les 4 ou 3, 4 je crois, je sais plus, 3 ou 4. J'ai pas la mémoire assez fidèle là-dessus. Mais bon, quand les condamnés sont montés sur l'échafaud, ils ont crié grâce, grâce, et des milliers de Parisiens criaient grâce, 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 grâce. Et la grâce n'est pas venue. Louis XV s'en est moqué. Alors Louis XV, à l'époque également, vous avez mentionné le jansénisme. En fait, c'est peut-être un moyen de pression que les jansénistes ont peut-être eu, justement pour se débarrasser des jésuites. Ben oui. Ah non, mais les jésuites, il n'y a rien. Alors, j'ai bien étudié la chose à la loupe. Il n'y a rien contre les jésuites sur le plan des mœurs. Je dis bien rien. Rien. Et on le sait, alors, on le sait avec certitude pour une raison très simple. C'est que les magistrats jansénistes étaient obsessionnellement anti-jésuites. Et c'était eux qui faisaient les instructions de tous les procès. S'il y avait eu le moindre doute, ils auraient trouvé. Et croyez qu'ils ont cherché. Et il y a même un révolutionnaire, je crois que c'est Pierre Manuel, je n'en suis pas sûre. Il y a eu un révolutionnaire pendant la Révolution qui a écrit « J'étais persuadé de trouver les jésuites dans les affaires de mœurs. Je suis désolé, j'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé. » Les jésuites vont être, on va dire, ils vont être chassés du royaume de France. Oui, interdit, chassé du royaume. Mais sur des calomnies, sur des mensonges, des mensonges. Et donc, tout ce qui a été fait contre les jésuites, ce sont des mensonges. Et ce sont des mensonges proférés par les jansénistes qui, eux, ne sont absolument pas exempts de toutes les horreurs qu'on peut imaginer contre les enfants. Parce que tout le trafic d'enfants à la Salpêtrière, c'était tenu par des jansénistes. Il faut le savoir. On a les noms. Et donc le roi, en fait, il se retrouve sans conseiller jésuite, on va dire. Ah oui, une fois que les jésuites sont partis, il n'y a plus de conseillers. Voilà, donc après Louis XVI, tout le temps sans les jésuites. Et là, en fait, je vais un petit peu revenir sur également une de vos conférences où vous parlez de l'endettement de la France. Est-ce que, vite fait, vous pouvez peut-être mentionner justement cette période? Comment est-ce que la France s'est endettée? Comment est-ce que les rois prenaient leurs créances? Voilà. Les rois, voilà, tout à fait. Le roi, quand il avait besoin d'argent, tous les rois avaient besoin d'argent. Bon, alors, il y avait les impôts, c'est une chose, mais il n'y avait pas que les impôts. Il y avait ce qu'on appelait les emprunts. Le roi empruntait. Il n'y avait pas de banque pour prêter au roi. Alors, qui est-ce qui prêtait? C'était les Français. C'était les Français. Le roi disait, j'ai besoin de tant d'argent. Et vous étiez un artisan riche, vous étiez un petit entrepreneur, vous étiez ceci ou cela, vous aviez de l'argent, vous alliez prêter de l'argent au roi. Mais comme l'Église interdisait le prêt à intérêt, on ne prêtait pas son argent contre un intérêt, on donnait son argent au roi qui en échange vous versait une rente. Alors c'est hypocrite, admettons. Hein. Mais en tout cas, le prêt à intérêt, c'est-à-dire, l'Évangile dit, si tu dois prêter de l'argent, donne-le. Donc, si je te prête 100, il faut que tu me rendes 100. Tout ce qui est au-dessus de 100, c'est du vol. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. Mais comme les gens, si le roi leur avait pas donné quelque chose en échange, ils auraient gardé leurs sous pour eux. Pourquoi est-ce que le public va prêter son argent au roi s'il n'y gagne pas quelque chose? Donc l'idée, c'était de faire des emprunts viagers. C'est-à-dire que vous donniez votre argent au roi et en échange, il vous versait une rente à vie. Et quand vous êtes mort, bon ben voilà, la rente est éteinte et puis ça s'arrête là. Ou si le roi meurt avant vous, la dette est éteinte, le remboursement va s'arrêter également. Donc, ça, c'est la façon qu'avaient les rois de s'endetter. Maintenant, la somme de l'endettement, c'est quoi? Dès que la marquise de Pompadour est entrée
dans l'environnement immédiat du roi, c'est-à-dire dans son lit, mais pas uniquement. Quand elle a cessé d'être en son lit, elle était quand même à dîner avec lui tous les soirs, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui. La Pompadour, elle est née dans un milieu de financiers. Et elle a été chargée par les financiers, notamment par les frères Paris, qui ont été les financiers les plus connus du siècle. Elle a été chargée de faire dépenser de l'argent au roi, et majesté par-ci et majesté par-là, et un château et deux châteaux, et une propriété, et ceci et cela. Et le roi payait, et comme il n'avait pas d'argent, eh bien, il empruntait auprès de qui? Auprès des amis de la Pompadour. C'est-à-dire que petit à petit, la royauté est tombée entre les mains des financiers, sans foi ni loi. Ces gens-là ne sont pas patriotes, leur amour du roi, c'est l'amour de celui qu'ils grugent. Le roi a été, en faisant entrer la Pompadour dans son lit et dans son environnement, parce que la Pompadour, elle recevait les gens des Lumières, elle recevait les financiers chez elle, à Versailles, dans son entresol à Versailles. Et c'est là que Voltaire a pu également approcher le roi. Enfin, la Pompadour a été là le poisson pilote du monde de la finance auprès du roi. Et elle a poussé le roi à s'endetter, s'endetter, s'endetter. C'est là qu'est venu en fait le ministre protestant, ouais, le conseiller. Non, c'est après. C'est après. C'est après. Pour que Louis XVI prenne un ministre protestant, il fallait que les protestants soient réhabilités aux yeux des catholiques. Pourquoi? Et parce qu'avec les guerres de religion d'une part, avec la politique de Louis XIV de révision abolition de l'édit de tolérance, de l'édit de Nantes, les protestants étaient très très mal vus. Alors, il y avait probablement des raisons objectives de ne pas vouloir aimer les protestants, des raisons notamment sociales, parce qu'il y avait entre les catholiques et les protestants au Royaume de France comment dirais-je, il y avait un antagonisme de classe ou d'activité. Les protestants, qui étaient mal vus par les catholiques, ils étaient plutôt commerçants, ils étaient plutôt marchands, et les catholiques, ils étaient plutôt artisans, plutôt producteurs. Voilà. Donc, les différences entre les uns et les autres, c'est qu'on reprochait aux protestants de vouloir se faire de l'argent, de s'entendre entre eux sur le dos des catholiques, etc. Enfin bon, il y avait tout un tas de raisons pour les catholiques de ne pas aimer les protestants, et les protestants, ils avaient été chassés par Louis XIV, qui avait dit il n'y a plus de protestants au Royaume de France, et donc tout le monde était officiellement catholique, sauf les protestants qui faisaient semblant d'être catholiques et puis qui continuaient de pratiquer leur culte à la maison. Alors, vous avez en 1761 une affaire, 61-62, une affaire qui s'appelle l'affaire Calas, qui a éclaté à Toulouse, quand un protestant a été accusé d'avoir tué son fils qui aurait voulu se faire catholique. Voilà. Et il a été reconnu coupable, il a été exécuté, et Voltaire, qui a été alerté de la chose, a fait un soin à travers toute l'Europe pour dire les juges catholiques sont des fanatiques, Calas était innocent, on l'a condamné uniquement parce qu'il était protestant, et il a mobilisé vraiment tous les protestants de France et d'Europe parce que les protestants, on les connaissait quand même s'ils faisaient semblant d'être catholiques, il y en avait, on savait qu'ils étaient protestants. Voilà. Et puis on leur fichait la paix, mais on va leur ficher la paix tant qu'ils faisaient pas de bruit. Donc Voltaire a réussi à faire réhabiliter Calas, à faire casser le jugement de Toulouse. Moi, j'ai étudié l'idée, c'était quoi? Les catholiques sont des fanatiques, c'est des gros méchants. Les juges catholiques sont des fanatiques, c'est des gros méchants. Ce sont des menteurs, ce sont des tortionnaires. Ils ont tué le malheureux Calas, qui avait uniquement comme unique défaut d'avoir été protestant. S'il avait été catholique, on ne l'aurait pas fait ça, etc. C'est faux. Comme tout ce que fait Voltaire, tout est faux. Moi, je suis allé à Toulouse, j'ai étudié à la loupe, comme ce que je fais d'habitude. Moi, quand je me lance dans un dossier, et s'il y a un mot que je comprends pas, je vais voir quelqu'un. Vous savez, récemment, j'ai payé un chercheur sur Internet pour qu'il me traduise un petit passage manuscrit datant du XVIe siècle que j'arrivais pas à lire. Donc voilà, moi quand je veux connaître un truc, je vais jusqu'au bout. Donc je suis allé à Toulouse, j'ai épluché, essoré le dossier Calas, et je pouvais dire que Calas n'a pas été exécuté parce qu'il était protestant, mais parce qu'il avait tué son fils. Et tout ce que raconte Voltaire, c'est faux. Mais en attendant, Voltaire a eu gain de cause, parce que pour des raisons très compliquées et assez, c'est très complexe, mais ça n'en est pas moins très précis, le roi a accepté de réhabiliter, de casser le jugement de Toulouse. Le roi était par ailleurs en guerre contre le Parlement de Toulouse pour des questions fiscales. Donc quand il a fallu abandonner le Parlement de Toulouse, qui avait condamné et fait exécuter Calas, le roi a abandonné le Parlement de Toulouse. Mais à Toulouse, encore à l'heure actuelle, chez les Toulousains bon ton, Calas était coupable et Voltaire était un menteur. Et bien, ce sont les Toulousains qui ont raison. Voltaire a inventé le fanatisme catholique contre les protestants pour faire quoi? Eh bien, pour faire passer les protestants pour d'innocentes victimes, qui n'étaient pas.
ce qu'ils n'étaient pas. Et une fois que les protestants étaient des innocentes victimes, eh bien, quand la dette du roi a été trop importante et qu'il a fallu trouver une solution, ben, on est allé chercher un banquier protestant pour être ministre. Necker, elle est pas belle la vie? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Necker? Eh bien, il a multiplié la dette par je ne sais pas combien. C'est-à-dire que la dette était importante et dramatique avant l'arrivée de Necker, elle était abominable, épouvantable et insurmontable après Necker. Et l'arrivée de Necker au ministère, ça a apporté quoi? Ben, la Révolution française. Parce qu'au bout d'un moment, Necker a passé son temps. Vous savez comment il disait Necker? Moi, si vous voulez de l'argent, vous inquiétez pas, je vous en prête. Et Necker, comme il était banquier, il savait où trouver de l'argent. Et il a prêté. Puis au bout d'un moment, il faut rembourser. Donc on avait fait venir Necker parce qu'on n'avait pas d'argent. Et au bout de quelques années de son ministère, il y en a encore moins. Mais c'est pas qu'il y en avait moins, c'est qu'il y en avait plus. Il n'y avait plus d'argent. Et un roi ne peut pas gouverner un royaume s'il n'a pas d'argent pour payer ses fonctionnaires, pour entretenir son armée. Il n'y avait plus d'argent. Et en plus de ça, il y a eu la guerre en Amérique. On est allé faire la guerre pour la gloire en Amérique. Ça a coûté encore un argent fou. Alors il y avait, je ne sais plus qui, est-ce que c'était Mirabeau, je ne sais pas, qui avait dit « Oh, mais ce Necker, il est merveilleux, il fait la guerre sans impôts. » Ah oui, il faisait pas des... il prêtait. Et la dette, à la veille de la Révolution, la dette, c'est la cause de la Révolution. Il n'y a pas d'autre cause à la Révolution que la dette. Et qui a pris la Bastille? Les rentiers. Qui a pris la Bastille? Quand le roi a compris au début de la Révolution que Necker était en train de conspirer avec le duc d'Orléans pour le renverser, il est allé voir Necker en lui disant « Vous reprenez vos petites affaires et vous repartez ». Il a renvoyé Necker. Mais tous les rentiers qui avaient prêté de l'argent en échange de rente à vie, alors au début les rentes c'était une rente à vie, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent, je vous explique, vous avez de l'argent, vous la donnez au roi et le roi vous verse une rente. Et puis Necker il a inventé des trucs beaucoup plus mirobolants, il a dit la rente ne sera pas sur la tête de la personne qui prête au roi, mais sur la tête de son fils, ou de son petit-fils, ou de son arrière-petit-fils. Donc la rente, au lieu de durer 10 ans, elle durait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous imaginez comment le royaume de France a été endetté grâce à qui? Grâce à ces salauds, quoi. C'est vraiment des gens qui ont pris le royaume de France comme leur terrain de jeu pour s'enrichir indûment et hontément. Et le fait que Necker ait été protestant, c'est pas le fait du hasard, c'est toute la campagne de Voltaire en direction de la réhabilitation des protestants et de l'accusation de l'Église des derniers crimes qui a permis ça. Mais l'Église est totalement... Les catholiques sont rigoureusement innocents de la mort de Calas. Calas a été exécuté parce qu'il était coupable. Et vous savez pourquoi il a tué son fils? C'est pas parce que son fils voulait se faire catholique, ça n'a rien à voir. Son fils le volait. Son fils tapait dans la caisse. Le jour où il est mort, il avait volé des louis d'or. Un louis d'or, avec 5 louis d'or, on faisait vivre une famille pendant un mois. Il avait volé une pleine quantité de louis d'or, qui était toute la fortune familiale, et il l'avait joué au billard, et il l'avait perdu. Donc pourquoi est-ce qu'il a tué son fils? Il l'a pas tué pour le tuer, il l'a tué parce qu'il voulait le corriger, il l'a serré trop fort. C'est peut-être pas un crime, mais en attendant, d'après la justice d'Ancien Régime, s'il y avait un mort et qu'il y avait un coupable, on s'occupait pas des motivations. Les motivations, c'était pour éventuellement cerner la personne qui veut pas avouer, mais c'est pas sur les motivations de Calas qu'on l'a accusé, qu'on l'a condamné. On l'a condamné parce que c'était évident que c'était lui. Je vous explique de façon très simple. La maison était fermée de l'intérieur. Il y avait 6 personnes dans la maison. On retrouve un cadavre étranglé par terre. C'est forcément un des 6, non? Qui voulez-vous que ce soit? Donc sur les 6 personnes, il y avait éventuellement 6 suspects. Ben, on a condamné qui? Le père. Parce que c'est lui qu'on avait volé. C'est lui que le fils avait volé. Et c'est lui qui avait l'autorité pour lui dire à genoux. Le fils s'est mis à genoux, le père a pris une corde et il l'a serré trop fort. Moi, je suis persuadé, mais vraiment persuadé, pour avoir bien étudié le dossier, j'ai lu tous les interrogatoires de Jean Calas, je suis persuadé que cet homme qui était dur n'était pas un mauvais père pour autant. Je suis sûr qu'il n'a pas voulu tuer son fils. Je suis tout autant persuadé qu'il l'a fait. Sans le vouloir, mais il l'a fait. Et dans la justice d'Ancien Régime, si le crime était avéré, la condamnation était inévitable. On ne pouvait pas s'en sortir avec circonstances atténuantes. Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Point. Donc vous l'avez tué. En plus, vous savez, Voltaire est tellement menteur. Des études ont été faites. Le premier interrogatoire de toute la famille, il y avait le père, la mère, un ami de passage, le fils, un autre fils et la servante.
Donc ils étaient 5. Non, le père, la mère, un autre fils, ils étaient 5. Ils étaient pas 6, ils étaient 5. Ils ont tous juré, sous serment, qu'ils avaient trouvé Marc-Antoine Calas par terre dans la boutique, étranglé. Par terre dans la boutique, étranglé. Et 2 jours après avoir vu leur avocat, ils ont dit non, non, on a menti. En fait, on l'a trouvé pendu entre 2 portes. Et ils refont serment. Donc, dans les 2 cas, il y a parjure. Soit ils ont menti la première fois, soit ils ont menti la deuxième, mais dans les 2 cas, il y a parjure. Donc, quand ils ont dit on l'a trouvé pendu entre 2 portes, ils ont voulu faire accroire que Marc-Antoine s'était suicidé. Donc, toutes les vérifications ont été faites par les juges, mais vraiment, ils ont envoyé des experts et tout, pour voir si Marc-Antoine avait pu se pendre tout seul entre 2 portes. Toutes les vérifications ont été faites, c'est impossible. Parce que corde trop courte, parce que porte trop étroite, parce que machin trop glissant, etc. Impossible. Il n'a pas pu se suicider. Donc, il a forcément été étranglé, puisqu'il avait des signes de strangulation. Il a forcément été étranglé par quelqu'un. La porte étant fermée de l'intérieur, c'est forcément une des 5 personnes qui étaient dans la maison. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? C'est forcément lui, il est forcément coupable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et tout ce qu'on raconte, Voltaire a voulu réformer la justice d'Ancien Régime. Ah bah oui, il aurait voulu, lui, que quand on a un doute, il voudrait qu'on... Voltaire, il disait, le doute aurait dû bénéficier. Ah bah oui, attendez, mais il n'y a pas de doute qu'il était mort, Marc-Antoine, quand même. C'est qui la victime dans l'histoire? C'est pas Jean Calas, c'est son fils. C'est son fils de 28 ans qui est mort, quand même. Alors moi, je crois qu'il avait volé son père. Mais à sa décharge. Il avait 28 ans, son père le faisait travailler, lui donnait pas un sou. Il le méritait. Comment ça, il le méritait? De ne pas donner un sou. Non, non. Le père était dur. Le père était dur. Il disait à son fils, moi, j'ai pas les moyens de te donner de l'argent. Les temps sont durs. C'est la guerre. C'était la guerre de 7 ans. Hein. C'est la guerre. Les temps sont durs. Alors le fils Marc-Antoine avait dit, bah écoutez, mon père, permettez-moi de m'installer. Je voudrais voler de mes propres ailes. Non, t'as qu'à rester là. Le père a pas voulu entendre le fils, c'est clair. Vraisemblablement, Jean Calas n'aimait pas Marc-Antoine. Il a été très dur avec lui. Il a été très très dur avec lui. Et il y a eu des enquêtes de fait. Hein. Les juges, quand ils ont eu à juger l'affaire Calas, ils ont ressorti des enquêtes qui avaient déjà été faites par ailleurs. Ils ont vu qu'il y avait un autre petit frère qui avait quitté la maison, qui n'était pas resté et qui s'était fait catholique. Pourquoi? Parce que quand un fils de catholique faisait un fils de protestant faisait une conversion au catholicisme, on obligeait le père qui lui coupait les vivres à lui redonner de l'argent quand même. C'est-à-dire que le petit frère de Marc-Antoine et de Pierre Calas avait voulu voler de ses propres ailes et s'installer. Or, il s'était fait catholique et son père lui a dit « Non, puisque tu t'es fait catholique, tu n'auras pas un sou. » Donc, il est allé voir un juge en disant « Mon père ne veut pas me payer mes études. » Il y a eu une enquête de voisinage qui a été faite. Ils sont allés voir combien gagnait le père, comment vivait la famille. Ils ont dit le père a les moyens de verser une pension au garçon. Donc, c'est pas parce qu'il s'est fait catholique que son père a le droit de lui couper les vivres. Donc, ils ont condamné Jean Calas à verser une pension au petit frère. Et Marc-Antoine, quand il est arrivé par derrière et qu'il a dit papa, mon père, parce qu'il disait certainement papa, mon père, je voudrais m'installer, le père lui a dit non. Alors il a dit puisque c'est comme ça, je vais me faire catholique. Comme ça, j'aurai une pension. Et il l'a dit devant témoin. C'est pour ça que les gens ont dit Marc-Antoine voulait se faire catholique. C'est pas vrai, il a jamais voulu se faire catholique. Mais il l'a certainement dit à son père sous forme de défi, en disant puisque c'est comme ça, je vais me faire catholique. Et c'est pas ça le procès. Le procès, c'est pas ce qu'il a dit. Le procès, c'est ce que Jean Calas a fait. Et pourquoi il l'a fait. Et ça, et Voltaire est un menteur abominable, parce que ce que je vous dis que Marc-Antoine avait volé de l'argent, Voltaire le savait parfaitement. Voltaire était très bien renseigné, et il avait des correspondants à Toulouse qui lui ont donné les tenants, les aboutissants, et tout le monde savait que Marc-Antoine, il jouait au billard, on savait que c'était 3 rues plus loin, on savait exactement ce qu'il avait fait, on savait la somme qu'il avait jouée, on savait combien il avait perdu, tout le monde le savait, ça. Et Voltaire, le premier, le savait. Donc il a menti. Et le royaume de France est un royaume de gens fanatiques, où les catholiques, qui sont des abrutis, une populace fanatique, se réjouissent quand un protestant meurt, surtout un protestant. Alors, Jean Calas étant marchand, Voltaire, il avait une adoration pour les gens qui faisaient de l'argent avec le commerce. Ça, lui, le fin du fin, c'était d'être commerçant. Alors Jean Calas, il était protestant, Voltaire, il pas plus les protestants que les catholiques, parce qu'il détestait tout ce qui croyait en Dieu. Mais bon, un protestant, il avait beaucoup de qualités puisqu'il faisait du commerce.
Pour revenir encore un petit peu à Necker, Necker après, il est... Necker arrive, les protestants ont le vent en poupe. Quand Necker arrive, les protestants ont le vent en poupe. Voilà. Être protestant, c'est être bien vu. Voilà. Ah bon, vous êtes protestant, vous avez connu M. Calas? C'est le genre. C'est le genre. Et en fait, à la fois quand le royaume de France va aider les Américains. Alors c'est le règne suivant, hein, c'est le règne de Louis XVI. Oui. Ouais, on va faire un premier traité aussi de libre-échange. Alors, quand la guerre est terminée, alors ça c'est une horreur. Quand la guerre est terminée, quand l'Amérique prend son envol, hein, qu'elle se libère de la tutelle anglaise, il y a eu dans le traité de paix, dans le traité qui met fin à cette guerre d'indépendance, un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre. Ça, c'est une abomination. Je veux dire, la France, là, s'est fait avoir comme c'est pas possible. C'est un monsieur qui s'appelle Dupont, à la fois, en l'occurrence, Dupont de Nemours, hein, mais bon, il s'appelait Dupont de son patronyme, et puis de Nemours, c'est pendant la Révolution, il a fallu rajouter de Nemours parce qu'il y avait beaucoup de Dupont. Donc, on va dire Dupont de Nemours. Il était proche des gens des Lumières. Il était au ministère de, je sais plus quoi, je ne me souviens pas, mais enfin, il était vraiment dans les arcanes du pouvoir. Et il a suggéré un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, dans le traité mettant fin à la guerre d'indépendance. Et ce traité de libre-échange a permis à l'Angleterre d'arroser le royaume de France avec des produits manufacturés à bas prix. Pourquoi à bas prix? Parce qu'en Angleterre, on avait supprimé les corporations depuis belle lurette, parce que le monde ouvrier, le monde paysan était réduit à une misère absolument effroyable et que tous les produits manufacturés étaient fabriqués par des gens travaillant dans des fabriques dans des conditions épouvantables. Toute la misère du 19e siècle, elle est déjà en Angleterre au 18e. C'est-à-dire que les produits manufacturés anglais sont des produits qui ne répondent à aucune norme, ni sociale, ni de qualité. Ou travailler les enfants. Alors, on fait travailler les enfants, on fait travailler les femmes, on fait travailler les femmes. On fait travailler les enfants, des produits manufacturés par les enfants. Et surtout, on n'a plus les normes imposées par les corporations. Or, la France est un pays qui a encore ses corporations. Et les corporations, elles établissent des normes de savoir-faire, de qualité, de prix, de prix honnêtes, à la fois de salaires honnêtes, desquels on soustrait de quoi organiser des caisses de solidarité, des caisses de retraite. Il y avait des retraites, hein, il y avait des retraites sous l'Ancien Régime. Un vieux travailleur d'Ancien Régime, il prenait sa retraite. Il touchait une retraite. Moi, j'ai trouvé des retraités qui racontaient combien ils touchaient à leur retraite, et voilà. Et la retraite sous l'Ancien Régime était insaisissable. On n'avait pas le droit de toucher à la retraite Voltaire, notamment, il a eu un procès qu'il a d'abord gagné, ensuite perdu, mais il a eu un procès gagné contre un violoniste de l'opéra. Il n'a pas pu lui saisir son salaire, le violoniste était à la retraite, et que la retraite était pas, on ne pouvait pas la saisir. Voilà. Bon, tout ça n'existait plus en Angleterre. En Angleterre, les gens qui travaillaient étaient soumis à l'abominable loi du marché, au capitalisme le plus échevelé, le plus sauvage. Et c'est ça une fois la Révolution faite, la France est devenue comme ça. Hein. Mais du temps des rois de France, les travailleurs étaient protégés. Donc, les ouvriers honnêtes qui avec leur corporation, fabriquaient des produits et essayaient de les vendre, se sont vus concurrencés par une vague de produits à bas prix, fabriqués par des enfants qui sont arrivés. Libre-échange, vous vous rendez compte? Libre-échange, sans aucune limite, alors que les rois ont toujours su protéger leurs frontières. Et là, il n'y avait plus de frontières entre la France et l'Angleterre. Donc, les produits à bas prix manufacturés par des enfants sont arrivés en masse sur la France. Ça a été un tremblement de terre. Le chômage s'est rué sur le pauvre monde. Ça a été abominable. Et comme le roi était endetté, il n'avait même pas d'argent à donner aux pauvres pour essayer de soulager la misère. La veille de la Révolution, c'est une misère épouvantable. Doublé en plus par la libéralisation du prix du grain. C'est encore un autre sujet, si vous voulez, on en parlera un autre jour, parce que là, je suis intarissable sur le sujet, c'est mon prochain livre. Je vous ai entendu, et je suis persuadé que nos téléspectateurs sont déjà surpris par toute votre connaissance. Malheureusement, je pense que pour aujourd'hui, on devra terminer. Ah ben, si vous voulez, on peut revenir. Mais je vous invite déjà dès maintenant à une prochaine fois. Je serais vraiment très heureux de vous recevoir encore une fois pour un autre thème que je ne vais pas dire à nos téléspectateurs parce que celui-là va nous réserver encore bien de bonnes surprises. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour la Slovénie. Au revoir la Slovénie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Drage gledalke in gledalci, verjamem, da vam je današnja gostja prinesla veliko odgovorov, pa tudi vprašanj. Delo Marion Sigaud je postavilo na laž idejo o razvoju, ki ga je širilo razsvetljenstvo. Dejstva pokažejo, da so razsvetljenci v resnici le pomagali k nastanku liberalnega meščanskega sveta, ki je bil nastrojen proti monarhiji in krščanskemu redu. Monarhija in cerkev nista zatirala svojega ljudstva, kot je povsod prikazano, temveč sta bila tolažba in utrdba pri zaščiti revnih. Upam, da vam bo današnja gostja ostala v spominu in da vam je ta oddaja pomagala, da boste odslej drugače gledali na zgodovino cerkve in prepoznali, kako je bila katoliška cerkev že takrat prefinjeno preganjanja in napadana. Obilo Božjega blagoslova vam želim in nasvidenje.